Gisèle, Heidi, Tyra, Adriana sont des noms qu'on connaît malgré qu'on ne prononce pas leur nom de famille. Mais pour ceux et celles qui ne s'y connaissent pas vraiment, on va revenir un peu en arrière. Gisèle Bündchen, Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana Lima, Gigi Hadid, eh bien, sont toutes des mannequins qui ont vu leur carrière décoller grâce à la marque de lingerie Victoria's Secret. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment la marque Victoria's Secret est devenue un empire et qu'est-ce qui s'est passé pour que sa chute soit aussi spectaculaire qu'un crash d'avion. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'histoire d'aujourd'hui. Donc avant de parler de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret, on doit commencer par le commencement. Victoria's Secret est né d'une idée de Ray Raymond, qui était un entrepreneur américain dans les années 70. Lui, il est né en 1947 et il a assisté tranquillement peu à peu à la libération de la femme et à un nouveau standard de beauté et un nouveau standard de féminisme. Et donc, lui, lorsqu'il allait magasiner des sous-vêtements pour sa femme, il était très gêné d'entrer dans ces boutiques-là. Non seulement parce que la lumière était beaucoup trop intense, et qu'en plus, il y avait de la misère à chercher des sous-vêtements qui pourraient plaire à sa femme, notamment lorsqu'on parle de grandeur. C'était vraiment difficile. Et là, lui, tranquillement, dans sa tête, il y a une idée qui va émerger, c'est celle d'ouvrir une boutique où ça serait facile de chercher et où les hommes se sentiraient à l'aise de pouvoir magasiner les sous-vêtements de leur conjointe. Alors donc, c'est en 1977 que la première boutique Victoria's Secret va faire son apparition à San Francisco, où la première année, ça va rapporter 500 000 $. En effet, Ray Raymond s'était inspiré de l'époque victorienne pour la décoration, mais aussi l'ambiance du magasin. Dans son magasin, il y a donc des vendeurs qui ont eu la formation de vente, mais également qui peut aider les clients à trouver la taille qu'il faut. Et si jamais la taille ne se trouve pas sur les tables, eh bien, c'est donc aux vendeurs d'aller dans l'entrepôt chercher la taille qu'il faut. Donc, à ce moment-là, les clients n'ont pas à chercher, n'ont plus à se poser mille et une questions et ils se font conseiller. Et en même temps, ça évite que les clients foutent le bordel dans les tailles, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, après la première année, 500 000 $, ce qui est quand même bien, ça lui permet à Ray Raymond de rembourser les prêts qu'il a fait, donc à la banque, mais aussi aux membres de sa famille pour pouvoir ouvrir la boutique. Par contre, c'est toujours pas assez. Ça lui prend plus d'argent pour pouvoir grossir le truc, donc grossir cette idée-là de Victoria's Secret. D'ailleurs, pourquoi Victoria's Secret? Eh bien, le Victoria, c'est tout simplement pour l'époque victorienne, et le Secret, ben, ça ramène un peu à la sensualité, au secret, à l'intimité, à ce qui se passe dans la chambre à coucher. Par la suite, Ray Raymond va décider, comme ça, d'ouvrir un catalogue. Donc, une revue où tous les sous-vêtements sont exposés sur des mannequins. Et ce catalogue-là va vraiment bien marcher. Ça fait que finalement, ben, les clients n'ont même plus à se déplacer pour aller acheter du sous-vêtement à leur femme. Ils n'ont qu'à choisir. Et voilà, l'expédition est en cours. Et cette entreprise-là, donc Victoria's Secret, va pas passer dans l'oreille ni dans l'œil d'un sourd et d'un aveugle. Leslie Wexner. Leslie Wexner, qui était déjà un entrepreneur américain qui avait de la thune, faut le dire, et il adore l'idée de Ray Raymond. Et il va donc proposer à Ray Raymond de racheter Victoria's Secret. Et en effet, à cette époque-là, Ray Raymond avait beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes conjugaux dans sa famille ou encore en termes de finances. Il était sur le bord de la ruine et de la faillite. Alors, il va donc accepter que Leslie Wexner rachète l'entreprise Victoria's Secret pour que celle-ci puisse grossir et devenir une empire. Leslie Wexner va donc acheter Victoria's Secret pour $1 million. Et c'est donc en 1982 que Leslie Wexner va prendre possession de Victoria's Secret. On sait que Ray Raymond va encore faire partie du conseil d'administration pendant l'année suivante et par la suite, ben, il va lâcher la business. Plus tard, il va donc essayer de ravoir d'autres business, mais ça ne marchera pas aussi bien que Victoria's Secret. Et j'imagine que lorsqu'il a vu que Victoria's Secret prenait vraiment de l'ampleur, il a dû se sentir extrêmement mal et
regretter d'avoir vendu Victoria's Secret. Pendant les 10 années suivantes, Ray Raymond va vraiment avoir de la difficulté, il va vivre un divorce, et c'est donc en 1993 qu'il va sauter du pont Golden Gate Bridge. Son corps va être retrouvé le lendemain sur les côtes. Leslie Wexner va vraiment transformer Victoria's Secret en machine à cash. Il va engager 2 personnes qui vont être très importantes tout au courant de la vidéo. Donc, il va engager Ed Razek et sa directrice des relations publiques, Monica Mitro. Et ensemble, ils vont décider de changer un peu l'image de Victoria's Secret. Donc, Victoria's Secret qui était assez classique quand même, avec de jolies couleurs comme un rose pâle ou un beau blanc. Et ils vont décider de sexualiser la marque encore plus. Et le catalogue ne sera plus un catalogue banal, mais plutôt un catalogue où le corps des mannequins va être mis en évidence et où il y aura des poses très très suggestives pour attirer encore plus de ventes. Et oui, ça va marcher. En effet, Victoria's Secret ne sera plus simplement une marque de lingerie pour femmes, mais va également devenir un catalogue pour hommes parce que c'était vraiment... les mannequins étaient à peine habillés, puisque c'est de la lingerie, dans des positions très suggestives, donc vraiment, ça va donner un catalogue d'hommes. Pour les shootings photos pour le catalogue, eh bien, Victoria's Secret va vraiment engager les meilleurs coiffeurs, les meilleurs maquilleurs, les meilleurs photographes et les meilleurs poseurs. En 1991, il faut que la marque devienne encore plus grosse, donc Ed Razek, qui est le directeur de Leslie Wexner, va encourager Wexner à se lancer dans le parfum, l'huile corporelle, les bombes de bain, enfin tout ce qui a rapport avec la beauté, mais aussi prendre soin de soi. Donc à ce moment-là, ils veulent vraiment élargir leur clientèle, donc ils ne veulent plus seulement avoir des femmes, mais ils veulent aussi avoir des adolescentes et des enfants qui vont pouvoir perpétrer l'achat auprès de Victoria's Secret. Et ça va vraiment marcher. Par contre, là, on va tomber dans un next level qui est celui des podiums. Au fur et à mesure, on sait que Victoria's Secret est vraiment devenu un vendeur de rêves et de fantasmes, notamment en ce qui concerne les défilés, donc les fashion shows de Victoria's Secret. On sait que Ed Razek ainsi que Monica Mitro vont personnellement choisir au début ce qu'on appelait les glam models. Donc c'est les mannequins les plus belles, les plus sexy, les plus parfaites possibles pour pouvoir défiler dans des grands défilés pour promouvoir la marque Victoria. On sait que dans les années 90, c'était vraiment la mode à la Kate Moss, donc très grande, très maigre, pas de forme, la peau très très pâle aussi. Mais lorsque Victoria's Secret va arriver dans le monde de la mode, eh bien là, tout va changer. Maintenant, ce qu'on préfère, et surtout pour Victoria's Secret, c'est des mannequins qui sont grandes toujours, qui sont minces, qui ont quand même des formes, une forte poitrine et qui ont une peau le moins blanc possible, donc le moins malade possible. Le premier défilé s'est passé à l'Hôtel Plaza en 1995 et ce fut le succès immédiat. Tout le monde tombe en amour avec la marque Victoria's Secret. Et tout le monde va tomber en amour avec les mannequins, notamment ce qu'elles démontrent, donc un corps parfait. C'est vraiment pour vendre du rêve et du fantasme. Mais c'est vraiment à partir de 1997 que la marque Victoria's Secret va vraiment prendre une grande ampleur et c'est là que le rêve américain va commencer. Les femmes sont grandes, sont minces, ont le corps parfait et nous, en tant que spectateurs, on regarde les fashion shows chaque année en disant « Wow, le spectacle est magnifique, les couleurs sont magnifiques, le podium est magnifique, tout est beau. » C'est un spectacle, tout simplement. Là, rendu là, c'est même plus pour vendre la marque, c'est un spectacle qui va rapporter encore plus que les ventes des sous-vêtements, en fait. Mais dans les coulisses, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent que quand on était adolescente ou vers la fin de l'enfance, on ne se doutait pas. Oui, Victoria's Secret vendait du rêve et du fantasme, mais les mannequins derrière tout ça ont extrêmement beaucoup souffert. Et c'est là qu'on entre dans la véritable histoire. C'est donc en 1997 que Leslie Wexner va passer au next level avec les podiums. Et c'est là qu'il va avoir l'idée avec Ed Razek et Monica Mitro, créer une nouvelle gang dans Victoria's Secret, donc dans les mannequins, qu'on va appeler plus tard les anges. Donc, pour atteindre ce niveau-là et devenir une ange, donc obtenir les ailes des anges, il faut travailler très très fort.
Les anges étaient les femmes les plus belles et les plus parfaites de Victoria's Secret. Mais pour devenir une ange de Victoria's Secret, il y a un prix. Il y a un prix fort à payer. Un prix qui coûte la santé mentale et un prix qui coûte aussi la santé physique des mannequins. Et comme l'a raconté la mannequin Celita Ebanks, qui elle a obtenu ses ailes en 2005, le code de vie des anges était à un niveau très élevé où il y avait de grandes attentes pour maintenir la taille idéale d'une femme parfaite, ce qui est pas du tout naturel. Cette minceur-là n'est pas naturelle, elle est travaillée. C'est donc en 1999, soit le 2 février, que ce sera là donc la première fois qu'un fashion show de Victoria's Secret va être diffusé sur IBM à la télévision, ce qui va rejoindre un plus grand auditoire. Et c'est vraiment à partir de cette année-là qu'à chaque année, pas mal aux mêmes dates, il y aura un défilé qui va être diffusé à la télévision. En 2001, ce fut au tour de ABC de diffuser le show qui va rapporter 12,4 millions de téléspectateurs. Ce qui est vraiment énorme, 12,4 millions seulement sur ABC. On parle pas de IBM là, seulement ABC 12,4 millions, ce qui est vraiment énorme. C'est à partir de 2002 que les shows, donc les fashion shows de Victoria's Secret, vont inclure des danses, des chanteurs aussi. Donc, on va avoir Destiny Child, Marc Anthony ainsi que Phil Collins qui vont se joindre au fashion show et qui vont chanter leurs chansons pendant que les mannequins défilent. Il n'y a pas si longtemps, on va apprendre que dès 2004, un certain Jeffrey Epstein gérait la finance et le portefeuille de Leslie Wexner. On va également apprendre que Leslie Wexner et Jeffrey Epstein entretenaient une étroite liaison depuis 1986. Jeffrey Epstein avait beaucoup de pouvoir, notamment sur le budget, sur ses finances, sa vie privée, les dossiers judiciaires et les dossiers financiers de Victoria's Secret, mais aussi de Leslie Wexner. Il y avait également le droit de signer des déclarations d'impôts, mais également d'engager du personnel. Et donc, ce qu'on va apprendre pendant l'enquête de Victoria's Secret, pour ceux qui sont au courant, c'est encore en enquête en ce moment, on va apprendre qu'en mai 1997, il y a une certaine Alicia Arden, qui était une jeune mannequin de Californie, qui a rencontré un agent de Victoria's Secret. Cet agent-là lui a dit de venir dans sa chambre de motel pour une audition pour le catalogue. Donc Alicia va accepter. Victoria's Secret, évidemment, c'est le rêve. Toutes les femmes veulent faire partie des anges de Victoria's Secret, donc elle y est allée. Et lorsqu'elle entre dans la chambre, la porte se referme et l'homme va attraper Alicia Arden, tenter de la déshabiller, lui disant qu'il voulait la malmener. Par chance, cette jeune femme va réussir à s'enfuir. Et plus tard, on va apprendre que le recruteur était Jeffrey Epstein. En fait, Jeffrey Epstein avait le droit de engager du personnel, mais dans les bureaux administratifs, pas les mannequins. Les mannequins, c'était Ed Razik ainsi que Monica Mitro, point barre. Donc, c'est vraiment là qu'on voit toute l'ampleur de Jeffrey Epstein et toutes les ficelles qu'il a tirées pendant de trop longues années. Tu sais que Wexner a été souvent interviewé à propos de Jeffrey Epstein puisqu'ils étaient amis depuis de nombreuses années et Wexner a toujours nié avoir été mis au courant d'une quelconque trafic de personnes ou de prostitution de la part de Jeffrey Epstein, ce qui est quand même étonnant puisqu'ils étaient toujours ensemble. On sait qu'en 2002, Victoria's Secret va annoncer une nouvelle marque, donc dans sa marque, qui s'appelle la Pink Line, qui est destinée aux adolescentes, soit âgées entre 15 et 22 ans. Et là, cette marque-là va vite faire polémique. Pourquoi? Parce que sur les sous-vêtements et également sur les pyjamas, soit sur la poitrine ou sur les fesses, il y a des messages qui sont pas du tout pour les jeunes adolescentes. Donc, ça dit que la marque, c'était de 15 à 22 ans, mais il y a beaucoup de jeunes adolescentes de 12, 13, 14 ans qui vont aussi acheter ces marques-là. Il y a des sous-vêtements et des pyjamas qui étaient écrits « Prends ma photo », donc soit sur la poitrine ou sur les fesses. Il y en a un autre qui est écrit « Je te mets au défi de m'appeler ». Ou il y en a un autre qui est écrit « Profite de la vue ». Donc, pour une jeune fille de 12 ans, avoir ça sur elle, c'est un peu bizarre. On sait qu'après, Victoria's Secret va mentionner que ce n'était pas pour les adolescentes de 12 ans, mais pour les jeunes universitaires. Donc là, on a comme deux contradictions. C'était sûrement pour se rattraper de ce coup-là, finalement. Là. On sait que pendant la polémique Epstein et Pink Line, dans les coulisses des fashion shows de Victoria's Secret, c'était pas du tout aussi rose qu'on le voyait sur le podium. Harcèlement sexuel, insultes et mépris sont de mise pour les mannequins. Elles se font siffler pendant les shootings photos.
et par les membres du personnel et elles se font toucher à des endroits inappropriés lors des essayages. On sait qu'à un moment, Ed Razek a parlé avec un designer et a dit, je crois que c'était de Gigi Hadid, tu peux oublier la culotte. Donc en voulant dire, pas obligé d'avoir de culotte pour qu'on voit en dessous, tu sais. Donc ce genre de remarques-là, toujours. Et évidemment, lorsqu'on accepte de participer à une marque qui promouvoit des sous-vêtements, ben oui, il faut attendre à se faire siffler, mais je crois que tout ça a quand même des limites. On est dans le travail en ce moment, donc quand la femme porte des sous-vêtements de Victoria's Secret, donc de la marque où elle travaille. C'est du travail, donc se faire siffler tout le temps, ça doit être extrêmement malaisant. Et en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de ces mannequins-là qui, lorsqu'elles ont commencé, n'avaient pas du tout confiance en elles. Donc, ne pas avoir du tout confiance en soi, se faire harceler, se faire siffler, ça met pas la confiance en soi, pas du tout. C'est exactement le contraire, en fait. On sait qu'à un moment, il y a une femme du nom de Casey Crowe Taylor qui va être une employée. Donc, elle va aller postuler et elle va se faire recruter. À un moment, lors du déjeuner, elle est assise dans la salle à manger, donc la cafétéria où elle travaillait dans l'administration de Victoria's Secret. Et donc, elle mange une assiette, puis elle décide de retourner au buffet pour se prendre une deuxième assiette. Et là, lorsqu'elle arrive au buffet, Ed Razek va arriver vers elle et va lui dire « Tu vas encore te prendre du pain? Est-ce que tu as encore assez faim pour ça? » Et là, Ed Razek va se tourner vers tous les autres employés ainsi que les mannequins qui étaient présents et va leur dire « Est-ce qu'elle devrait se prendre une autre tranche de pain? Croyez-vous? » Et là, ça va être le silence total. Juste ça, ça peut paraître banal pour certaines personnes ou une blague. Mais dans des circonstances comme ça, non, c'était pas une blague. Ed Razek était extrêmement exigeant envers les mannequins, mais aussi envers les employés. Et à un moment donné, ça en est même vu à de l'harcèlement. C'était toujours, tous les jours comme ça, où il aimait et où il rabaissait les employés, mais également les mannequins. Il n'y avait jamais aucune femme qui était assez parfaite pour lui. Un bourrelet par-ci, un bourrelet par-là. « Ah, tu manges trop » ou « Ah, bois pas trop d'eau, tu vas gonfler ». Des choses comme ça. À un moment, ça vient lourd, ça vient pesant. Tu sais qu'il y a plusieurs mannequins et employés qui vont justement prendre la parole sur l'enquête qui est faite sur Victoria's Secret. Donc, on a Casey Crowe, donc l'ancienne employée. On a Bella Hadid, qui est un mannequin. On a Amber Valletta, qui est un mannequin aussi. On a Christy Turlington, qui est également un mannequin. Donc, c'est ces 4 mannequins là, parmi une centaine de mannequins qui ont porté plainte et qui ont parlé publiquement de ce qui se passait. On va maintenant parler des critères de beauté pour devenir une ange de Victoria's Secret et pouvoir défiler sur les podiums. Que le mannequin doit faire minimum 1,75 m, doit faire 86 cm de tour de poitrine, 60 cm de tour de taille et 87 cm de tour de hanche. L'indice de masse graisseuse ne doit pas dépasser 18%, tandis que les professionnels de la santé vont mentionner un sous-poids en dessous de 25%. Les filles doivent manger 3 repas par jour, c'est tout, donc pas d'encas, pas de collation. Et ces repas-là doivent être pris à 6 heures pile d'intervalle. Pas avant, pas après, 6 heures. Des desserts, elles ont droit, mais seulement 2 maximum par semaine. Aucun produit laitier parce que ça fait gonfler, donc pas de yogourt, pas de lait, pas de fromage, pas de mayonnaise, pas rien qui contient du lait. De 2 à 4 litres d'eau par jour, ce qui est correct, en fait c'est ce qu'on doit boire normalement, mais elle c'est obligatoire tous les jours. 3 heures de sport par jour, aucun gluten, sucre, laitage et alcool, 5 à 9 jours avant un défilé. Donc 5 à 9 jours avant le défilé, les filles n'ont droit qu'à une pomme par jour, 2,4 litres d'eau et des entraînements. Donc elles doivent avoir le ventre le plus plat possible. Et ça, ce que je viens de vous mentionner, ça a été mentionné par Charles Passler, qui est le nutritionniste de Victoria's Secret, ainsi que Devon Windsor et Stephen Pasterino, qui sont les entraîneurs personnels des mannequins de Victoria's Secret. C'est donc autour de 2015-2016 que va naître une nouvelle de l'authenticité et de la diversité du corps féminin.
Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que Victoria's Secret va vraiment tomber dans les polémiques, donc tout va ressortir, et notamment la maigreur de tous ces mannequins-là, ce qui n'est pas du tout normal en fait. Là. Et on peut parler de d'autres marques aussi, hein, comme Ralph Lauren, où ces mannequins sont vraiment, vraiment très maigres, et je pense même que c'est dans justement une des mannequins de Ralph Lauren qu'il y a plusieurs mannequins qui sont décédés pour anorexie ou encore boulimie, il me semble. Mais ça, c'est un autre sujet de conversation. Donc, à partir de 2015-2016, on veut vraiment redéfinir les standards de beauté du corps féminin. On veut arrêter la grossophobie. On veut arrêter de seulement mettre quelques femmes dans ce carré-là de femmes parfaites. On sait que Wexner a été interviewé suite justement à ce changement-là, et on sait que l'intervieweur va lui demander s'il compte changer un peu les standards de beauté de ses mannequins. Et il va dire « Nobody goes to a plastic surgeon and says « make me fat ». Donc, personne ne va chez un chirurgien esthétique pour lui dire « rends-moi gros » ou « rends-moi grosse ». On sait que vers la fin des années 2016, les ventes de Victoria's Secret vont vraiment chuter, les ventes vont prendre du retard et Victoria's Secret a dû éponger une dette de 40 millions de dollars. En 2017, le catalogue VS, donc Victoria's Secret, va s'arrêter et la ligne de maillots de bain aussi va s'arrêter parce que là, les ventes, il n'y en a plus autant qu'avant. On fait plus vraiment confiance à Victoria's Secret et on sait maintenant, grâce à tous ces gens qui ont pris la parole, que être mince, être grande, avoir des longs cheveux n'est pas nécessairement un standard de beauté. En 2018, Wexner et Razik vont annoncer qu'il n'y aura pas de défilé en 2019 suite à la perte des gains, donc au fait qu'ils ne font plus de ventes, ils n'ont plus d'argent. Et on sait également qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de la marque de vêtements de Rihanna qui prône la diversité. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire que, ben en fait, Rihanna a simplement volé beaucoup de mannequins de Victoria's Secret pour les emmener dans sa marque de lingerie pour qu'elle défile. Et également, les clients, donc la clientèle de Victoria's Secret va se tourner vers la marque de lingerie de Rihanna. Et là, dans les dernières années, c'est vraiment là que les plaintes vont commencer, donc les plaintes des mannequins, des employés. Et Monica Mitro, en 2019, va porter plainte contre Ed Razik pour harcèlement sexuel. Donc, après 25 ans à avoir travaillé ensemble, c'est là qu'elle va prendre la parole. Et je pense que ça en prenait juste une pour que tout le monde prenne la parole et que ça fasse vraiment un effet bombe. On sait par contre qu'elle va être mise en congé administratif et elle va devoir signer un contrat de non-divulgation de ce qui s'est passé entre elle et Razik et elle et la marque Victoria's Secret. Donc, ce qui fait que Monica Mitro n'aura pas le droit de prendre la parole et de parler contre Razik ou encore contre Victoria's Secret. C'est de cette façon que Victoria's Secret veut se protéger. Un an plus tard, soit pendant la pandémie en 2020, on sait que Wexner et Razik vont annoncer qu'ils prennent finalement leur retraite. Donc après avoir foutu toute cette merde et avoir fait autant de polémiques, ben eux, ils se retirent en pensant qu'ils ne seront pas jugés finalement pour tout ce qu'ils auront fait. On sait que Razik va être accusé, Victoria's Secret va être accusé, ainsi que l'administration pour inconduite sexuelle envers les mannequins, mais aussi envers les employés. Donc harcèlement, misogynie, harcèlement sexuel et intimidation. On sait qu'en 2020, Allbrand, qui détient Victoria's Secret, donc Wexner finalement, va annoncer qu'il va y avoir un très gros changement administratif ainsi que des modifications de gouvernance qui la concernent. Deux femmes vont d'ailleurs faire leur apparition au sein de l'entreprise. Donc on a Valentina Sampaio, qui est une personne transgenre, qui est une actrice également et une mannequin brésilienne. Et il va avoir le mannequin grande taille Ali Tate Cutler qui va faire son apparition. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont être contents, mais est-ce que c'est fait de bonne grâce ou est-ce que c'est fait vraiment juste pour ramener de la clientèle et continuer de faire de Victoria's Secret une usine à cash? Les gens vont pencher vers la deuxième opinion. Et donc, on arrive au défilé Fashion Show 2024. On sait que le dernier a eu lieu en 2018. Ensuite, il y a eu la grosse polémique, il y a eu le changement administratif, tous les changements qu'il y a eu. Il y a beaucoup de mannequins aussi qui sont partis, évidemment. Donc, Tyra Banks, on sait qu'Alessandra Ambrosio est partie. Adriana Lima a pris sa retraite, donc en 2018. Et Dodson Cross aussi qui était parti. Et là, on sait que Allbrand, donc Victoria's Secret, va annoncer qu'il y aura un nouveau défilé en 2024 et qu'ils veulent revenir en force avec des choses nouvelles et des choses qui
qui font vraiment partie de l'évolution hein, de notre société. Donc, ils veulent éliminer également les standards de beauté et mettre un peu de diversité dans leur spectacle qui a toujours fait fureur chaque année. Moi, depuis que j'ai à peu près 9 ans, j'écoute chaque année les défilés fashion show de Victoria's Secret. Ça a toujours été des gros spectacles vraiment intenses, immenses. Les couleurs, les costumes, les ailes, le podium, tout était wow, wow, wow. En plus, il y avait ma préf, Adriana Lima, la reine, la queen du podium. Et j'étais triste d'ailleurs d'apprendre qu'elle avait pris sa retraite en 2018, mais bon, hein, ça fait quoi, 20 ans qu'elle défilait. Je crois qu'elle a le droit de se reposer un peu. Et là, j'étais très contente d'apprendre qu'en 2024, elle a fait un retour pour le plaisir, je crois. Je crois qu'elle ne revient pas mannequin, mais simplement pour un défilé que Victoria's Secret faisait. Et donc, je me suis dit, je vais regarder les derniers défilés, donc avant 2018, et je vais regarder celui de 2024 pour voir si vraiment il y avait eu un changement. Et en effet, il y a eu énormément de changements, pas toujours positifs. J'ai été un peu déçue, à vrai dire, du 2024. Pas vraiment avec les mannequins, pas vraiment en ce qui concerne leur démarche ou quoi. Plus du côté spectacle. En fait, on a été habitué à ce que Victoria's Secret soit un énorme spectacle une fois par année qui dure 45 minutes. Ce défilé-là a duré 32 minutes, si je me souviens bien. On enlève à peu près 13 minutes, ce qui est quand même 13 minutes de défilé. Le podium n'était pas surélevé, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, les costumes n'étaient pas vraiment flamboyants, c'était fade, et il y a également Vogue et Elle Québec qui vont faire des papiers suite au défilé. Dans un article de Elle Québec, on va lire « Tous les ingrédients qui ont fait le succès de la marque étaient là. Le casting, les ailes, les performances, l'énergie, glamour et sexy. Pour autant, le show n'a pas tout à fait convaincu. » À commencer par la scène de son défilé, habituée auparavant à dresser des podiums grandioses pour ses shows, la Griffe s'est cette fois contentée d'un catwalk plus que décevant, semblant avoir été montée à la va-vite. Côté lingerie, rien de bien transcendant non plus. J'ai également décidé de faire mes recherches sur des forums, donc Reddit évidemment, et ils ont parlé du Fashion Show 2024. Et les commentaires sont à peu près pareils. Aucun costume spectaculaire, aucun soutien-gorge fantaisiste, une scène très ordinaire et aucun volume dans les cheveux des mannequins. Les commentaires qui reviennent le plus souvent, sont ceux du retour d'Adriana Lima, qui a fait un retour que tout le monde était extrêmement content, bref. Et Tila, la chanteuse Tila avait été invitée également au Fashion Show 2024. Et wow, wow, wow! Elle a vraiment pris la scène au complet et c'est de elle qu'on se rappelle. C'est ça qui est plate dans ce show-là, en fait, 2024, c'est que c'est Adriana Lima qu'on se rappelle, Cher, parce que Cher était également là pour une prestation. Et c'est vraiment Tila aussi qu'on se rappelle. Elle était habillée, c'était spectaculaire, elle était magnifique. Pour vrai, je pensais être une des seules qui avait été très déçue par le Fashion Show 2024. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que non, en fait, j'étais pas la seule. Il y en a énormément, beaucoup qui étaient très déçus. On voit également, il y a certains mannequins qui ont l'air de s'ennuyer. Dodson Crowe a même pas l'air de vouloir être là, pour être honnête. Si ça vous interpelle, vous pouvez aller voir. Il se retrouve sur YouTube, justement, le Fashion Show 2024. Vous pouvez voir aussi les autres d'avant. On voit que les mannequins étaient super souriantes, tu sais, vraiment super heureuses d'être là. Malgré tout ce qui se passait en coulisses, elles étaient heureuses de défiler pour Victoria's Secret. Et là, on a eu un très gros changement. C'est plus ordinaire. C'est moins spectaculaire. Bref, c'est vraiment de ça qu'on se rappelle. Mais Tila, Adriana Lima et Cher, wow, c'était magnifique. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en 2025? L'enquête tient toujours. Wexner et Razik sont à leur retraite. Jeffrey Epstein est décédé malheureusement, donc on peut pas l'interroger, on peut pas l'interviewer et il ne pourra pas être puni non plus parce que là, c'est vraiment là que ça commence. Jeffrey Epstein, on a vu qu'il était en contact avec Wexner, mais la piste n'a pas été creusée davantage, ce qui est dommage.
Par contre, Wexner est encore en vie, donc peut-être qu'il pourrait en dire plus. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des témoins qui vont pouvoir en dire plus. Qui sait, peut-être que l'avenir va nous le dire. Mais sur ce, c'est maintenant que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez été satisfait du contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez également commenter. À savoir, vous, est-ce que vous avez aimé le show 2024? Est-ce que c'était vraiment un spectacle aussi spectaculaire que ceux avant 2018? Bref, je vous laisse dans votre soirée, votre week-end, votre journée, et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!